Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau numéro d'un invité à un jeu. Aujourd'hui je suis accompagné de Skerax. Comment tu vas? Bah ça, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah avec grand plaisir, écoute, avec grand plaisir, je t'accueille aujourd'hui pour parler d'un jeu qui a marqué ta vie, donc à savoir Pokémon Colosseum. À la base t'étais venu Effectivement. peut-être parler de Sekiro, mais Big Tester l'a fait avant toi, donc voilà, coiffé au poteau. Non, mais ça va être l'occasion de parler un peu de Pokémon, une licence que je ne connais pas beaucoup, donc qui compte énormément de fans, donc voilà. Mais avant d'entamer ça justement et de parler de ce Pokémon, je voulais que tu te présentes un petit peu, savoir ce que tu fais. T'es sur Twitch et YouTube aussi. Je te laisse faire un petit CV de ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Bah du coup, je me présente, Skerax. Je suis plutôt sur Twitch à la base. Donc je stream quasiment quotidiennement sur Twitch. Je fais beaucoup de live plutôt typé découverte de jeux. Même si je fais aussi beaucoup de challenges, de défis, que ça soit du coup sur des jeux comme From Software, sur des jeux comme les Pokémon par exemple. Et à côté de ça, j'essaye de faire un peu de contenu sur YouTube. Et plutôt que de partir sur un truc très rediff de live ou des trucs comme ça, j'ai essayé de partir plutôt sur des tests de jeux qui sortent, puisque du coup je fais les nouvelles sorties en stream, et des vidéos un peu plus générales pour parler de thèmes de jeux vidéo ou quoi. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos, j'ai du mal à mettre du temps dedans, mais voilà, c'est une envie que j'ai en tout cas. Ok, très bien. L'important c'est pas la quantité, mais la qualité, évidemment. Bien sûr, Voilà. évidemment. Moi je fais de la quantité, j'oublie un peu la qualité. Oh, la régularité, mine de rien, c'est important sur YouTube. Ouais, c'est clair. Mais bon, ok, donc t'es plus sur Twitch. De toute façon, Ouais. je mettrai les liens vers ta chaîne Twitch et ta chaîne YouTube dans la description. Évidemment, vous pouvez aller y jeter un œil. Je vous y conseille, évidemment. Moi, je t'avoue que je suis pas un grand consommateur de contenu Twitch. Je suis bien plus habitué à YouTube, puisque regarder les autres jouer, c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire quand j'ai du temps pour jouer. Je joue moi, donc Ouais. donc voilà. Mais j'ai regardé quand même ce que tu fais plusieurs fois, et je trouve que tu fais du contenu de qualité, donc je recommande grandement d'aller faire un tour sur ta chaîne Twitch, et s'il faut sur ta chaîne YouTube aussi, qui est tout aussi bien. Donc, Merci. Donc voilà, les présentations sont faites. Donc t'es venu parler de Pokémon Colosseum, un jeu qui t'a marqué. Moi, la première question, comme à chaque fois, c'est dans quelles conditions t'as découvert le jeu? Est-ce que c'était dès sa sortie? T'avais quel âge? Comment t'as découvert le jeu? Ton niveau de hype? Voilà, nous faire un petit peu le topo de tout ça sur voilà, en englobant un peu la manière dont t'as découvert ce Pokémon. Ok. Du coup, j'ai une histoire d'amour très intense avec la licence Pokémon, puisque sans faire non plus tout l'historique, j'ai découvert ça quand j'étais très jeune. Je me suis retrouvé très rapidement avec une Game Boy dans les mains et avec les premières cartouches de la première génération. Et en fait, quand la troisième génération est arrivée, donc troisième génération, c'est Saphir et Ruby sur Game Boy Advance. En fait, c'était vraiment le moment où c'était la mode de ouf, que ça soit à l'école, que ça soit moi avec mes potes et tout, on parlait de ça tout le temps. Moi, je sais qu'avec mon meilleur pote, c'est le moment où j'ai commencé, notamment avec la Game Boy SP, celle qui était rétro-éclairée, à ne plus dormir la nuit pour jouer à Pokémon avec mon pote. Et dans ce contexte-là, on avait déjà eu Pokémon Stadium sur Nintendo 64, où on avait déjà les Pokémon en 3D et tout, donc Pokémon Colosseum, c'était pas non plus la révolution, mais je me rappelle que quand Pokémon Colosseum il est arrivé, genre nous on n'en revenait pas, tu vois. Genre on était en mode c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et moi je me rappelle que je l'ai eu à la sortie, donc sur GameCube, hein, je l'ai eu à la sortie et j'étais choqué parce que c'était une histoire qui était quand même un peu plus sombre que les versions classiques qu'on avait l'habitude. Ouais. Et surtout, le jeu était quand même vachement plus dur que les autres versions. Et en plus, voilà, le fait qu'il y ait les Pokémon en 3D, qu'on puisse combattre ses amis en utilisant les Pokémon de sa version Ruby Saphir, c'était incroyable, quoi. Genre, moi, je sais qu'avec mes potes, on parlait que de ça, en fait, tout le temps. Ouais, tu baignais déjà dans Pokémon avant ça. Ouais, de fou, hein, clairement.
Ok. Parce que ouais, du coup, moi, Pokémon Colosseum, moi, Pokémon aussi, hein, moi, j'ai été pris en plein dans le mouvement, mais vraiment à la base de Pokémon. Donc, avec Pokémon rouge, bleu, après, il y a eu jaune. C'est vraiment là où nous, on était à fond. Moi, je suis de 87, hein, donc là, on était à fond dans la cour de récré et tout ça. Ça a vraiment explosé, le gros carton Pokémon. Toi, t'es de quelle année? T'as de quel âge? Je suis de 95. Ah ouais, donc t'es Un peu plus jeune. un peu plus jeune. Donc, mais c'est ça la force de Pokémon, c'est que ça a traversé les générations. Et aujourd'hui, regarde où ça en est aujourd'hui, 2021, et Pokémon brille encore de mille feux et ne cessera pas de sitôt. Donc ouais, moi j'ai eu aussi ma période Pokémon, mais je suis vite passé à autre chose, et c'est pour ça que c'est des jeux que j'ai pas découvert. Je crois que je me suis arrêté au Pokémon Diamant, non je sais plus, ceux d'après bleu et rouge, tu vois. Je sais plus lesquels c'était. C'est or-argent, la deuxième génération. Voilà. Ouais. Mais il me semble que je me suis arrêté après, et puis j'ai pas continué mon périple Pokémon. Donc c'est vrai que Stadium, Colosseum, tous ces Pokémon autres que sur Game Boy, je les ai pas connus. Donc pour le coup, je savais pas ce qu'était Pokémon Colosseum. Et du coup, j'ai creusé un peu pour cette vidéo, mais c'était un RPG du coup, un RPG un peu à la Final Fantasy. Bah, en soi, sur le papier, Pokémon Colosseum, ça fonctionne un peu comme les versions classiques. C'est des combats de Pokémon avec tu gagnes de l'expérience. En fait, c'est exactement le même système, sauf que la petite subtilité, c'est que déjà, il y a peu de Pokémon auxquels tu as accès dans l'aventure, parce qu'en fait, tu peux pas capturer de Pokémon sauvages. Le parti pris, c'est de dire que ça se passe dans une région où en fait les Pokémon sauvages ont déserté, parce que c'est une région de pauvreté, de désert, et où finalement les Pokémon sont partis, les Pokémon sauvages. À Melun. Ça se passe à Melun. Et du coup, les seuls Pokémon qu'il y a, c'est des Pokémon de dresseurs. Et notamment, la team antagoniste, c'est la team Snatch, qui s'est spécialisée dans le vol de Pokémon. Hein. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté vu que la team Rocket, elle le faisait déjà. Mais là, ils ont inventé une Pokéball qui permet de voler les Pokémon des dresseurs. Et du coup, en fait, nous, la seule manière qu'on a de récupérer des Pokémon dans le jeu, c'est de reprendre, entre guillemets, des Pokémon aux antagonistes. Et du coup, le choix de Pokémon est très réduit. Et surtout, Pokémon Colosseum, c'est que des combats doubles pendant tout le jeu. Un peu, tu sais, les combats doubles sont arrivés dans Ruby et Saphir, donc 2 Pokémon contre 2 Pokémon en même temps. Et là, dans Pokémon Colosseum, c'est que des combats doubles tout le temps. Et du coup, ça met une couche stratégique supplémentaire, et ça augmente la difficulté d'un cran. Et notamment le fait de ne pas pouvoir XP sur des Pokémon sauvages, pareil, ça fait que l'équilibrage dans le jeu est beaucoup plus nerveux, quoi. Genre, ouais. Tu peux pas te permettre, comme dans n'importe quel RPG justement, d'aller farmer l'XP pour te remettre en jambes. Là, c'est vraiment faut que tu sois constant, et si tu commences à avoir des niveaux de retard, faut aller chercher des dresseurs, des trucs pour aller chercher de l'XP, quoi. Ouais, il y avait vraiment une envie de booster un peu la formule, de changer la formule des jeux Game Boy. Mais tu pouvais du coup jouer avec tes Pokémon de la version Game Boy Saphir, c'est ça? Alors en gros, t'as 2 modes. Il y a le mode histoire qui pour le coup est vraiment à part entière avec les Pokémon qui sont présents dans Colosseum. Et à côté de ça, en fait, t'as un mode un peu comme Pokémon Stadium, t'as un mode arène où tu peux pas vraiment transférer tes Pokémon, mais tu peux utiliser tes Pokémon de Ruby Saphir pour jouer contre un de tes potes qui transfère aussi ses Pokémon de Ruby Saphir, tu vois. Okay. Mais c'est que des combats en arène quand c'est comme ça. Ah, mais il y avait quand même un intérêt de du coup peut-être jouer à Saphir et capturer des Pokémon pour aller jouer à Colosseum après. Mais ça, ils l'ont toujours fait de toute façon. Pokémon. Et dans l'autre sens, par contre, tous les Pokémon que tu capturais dans Pokémon Colosseum, tu pouvais les transférer dans Pokémon Saphir et Ruby. Et justement, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a pas mal de Pokémon que tu pouvais transférer qui, à la base, n'étaient pas dans Ruby et Saphir. Donc, ça permettait d'avoir accès à des nouveaux Pokémon. Enfin, pas des nouveaux, parce que c'était plutôt des Pokémon de la 2e génération, mais avoir accès à des Pokémon qui n'étaient pas dans le jeu de base, donc c'était chouette. Parce que c'était pas la même génération de Pokémon, là, pour le coup, Colosseum et Saphir. Les générations, entre guillemets, c'est surtout rythmé par les sorties de la série principale, donc les jeux Game Boy, DS et compagnie. Alors que à côté de ça, Pokémon a eu énormément
de standalone, de tentatives de faire des gameplays différents. Il y a Pokémon Donjon Mystère, il y a les Pokémon Snap, Pokémon Ranger et tout ça. Et en fait, il y a eu cette espèce de licence un peu à côté de Pokémon Stadium, Stadium 2, Colosseum et Pokémon XD. Et du coup, c'est sorti en même temps, enfin, au moment de la 3e génération. Du coup, c'est un espèce d'hybride entre la 3e et la 2e, parce que c'est surtout ça les Pokémon qu'il y a dedans. Mais c'est pas une génération à part entière. Il n'y a pas de nouveaux Pokémon du tout, par exemple, dans Colosseum. D'accord. Après, ça reste quand même le plaisir de les découvrir en 3D et dans un nouveau jeu qui explore un peu de nouveaux concepts. Donc voilà. C'est vrai que regardant le gameplay un petit peu, je me suis dit ça avait l'air vraiment pas mal quand même. Et c'est vrai que c'est pour ça que je m'étais dit un peu que ça me faisait penser un peu à du JRPG, Final Fantasy et autres licences un peu comme ça à l'époque où c'était un peu du tour par tour, parce que peut-être le fait justement d'avoir les 2 contre 2 et pas le classique 1 contre 1 comme on avait sur les versions Game Boy, c'est vrai que ça m'a donné un petit peu cet aspect là, mais ça avait l'air vraiment sympa. Peut-être son côté un peu plus mature que tu m'as expliqué juste avant, ou que le jeu était plus mature. C'était quoi dans son scénario, dans sa direction artistique, En fait, Colosseum, c'est un jeu qui est vraiment, pour le coup, basé sur son scénario, vu qu'il n'y a pas trop le côté collectionnite que d'habitude est mis en avant par les autres jeux Pokémon. Là, c'est vraiment le scénario qui est mis en avant, et c'est un scénario plus sombre, un peu plus mature, parce que déjà, t'incarnes pas un enfant, merci. Et ouais, les parties, c'est vraiment un peu ce qu'on avait perdu avec les premières générations. C'était vraiment c'était des mafieux, les antagonistes de Pokémon, alors que par la suite c'était plutôt des espèces d'excentriques qui avaient des motivations un peu bizarres. Alors que là, dans Pokémon Colosseum, déjà il y a plusieurs antagonistes, c'est pas aussi simple que juste la Team Rocket. Et c'est vraiment, d'un côté t'as les voleurs de Pokémon qui sont finalement même pas les plus dangereux, et à côté de ça il y a vraiment tout un truc, il y a vraiment un scénario. D'ailleurs un scénario qui... Moi, je comprends tout à fait le parallèle que tu fais avec les JRPG plus classiques, parce que c'est vrai que déjà, effectivement, en combat double, c'est un peu plus comme si tu avais ton équipe, et le scénario, il a un peu ce genre de trame, un peu comme quand t'as dans les JRPG. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas de rencontre aléatoire, donc... Ça, à la limite, c'est ce que je trouvais chiant dans certains JRPG, donc ça. je vais aller me trouver une GameCube et me lancer à Pokémon Colosseum. Franchement, je te le conseille, hein. Il est pas si long que ça, et vraiment, il est vraiment très bien. Et côté aujourd'hui, le jeu, il coûte cher ou pas spécialement? Je crois que ça a un peu coté, mais c'est pas non plus... Après, un jeu GameCube, de toute façon, de base... Ouais. La GameCube, les jeux ont pas mal coté, hein, mine de rien. Et pourtant, on le rappelle, hein, la GameCube, c'était un bid. Comme la 64 et aujourd'hui les jeux 64, tout ce qui touche à Nintendo, en soi il y a beaucoup de bids dans Nintendo, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils vendent des Switch par palette que voilà, mais il y a eu beaucoup de bids dont la GameCube, la 64, et aujourd'hui trouver un jeu des GameCube ou de 64 ça coûte un bras, hein, mais c'est le propre de Nintendo. Ok, et pour revenir un peu au jeu, il y a d'autres choses un peu qui t'ont marqué justement, qu'est-ce qui t'a vraiment plu? C'est ce côté Pokémon mais en plus grand, en plus gros, en plus ci, en plus ça. Est-ce que justement toi t'as été embarqué un peu plus par son côté mature, parce que t'avais quel âge quand tu jouais à ce jeu-là? Alors, j'aurais pas envie de te dire une bêtise. C'est sorti en 2003, je crois, non? C'est 2003, Colosseum? Ouais, c'est ça, c'est novembre 2003. Du coup, j'avais 8 ans. Donc moi, je n'étais pas mature, hein, très clairement. Mais et en vrai, c'est pas vraiment à cet âge-là que j'ai capté plus que c'était plus mature qu'un autre jeu. C'est plus après que je me suis rendu compte que c'est un des jeux Pokémon que j'avais le moins de mal à refaire vis-à-vis de son histoire, tu vois, où je prends toujours autant de plaisir à faire l'histoire, alors que tu prends un Pokémon, par exemple la première génération, quand je la refais maintenant, je me rends bien compte que l'histoire, il y en a pas en fait. Genre, non. À part qu'il y a la Team Rocket qui te fait chier régulièrement, c'est un peu la seule trame narrative, quoi. Mais non, à l'époque, ouais, j'étais petit, et je pense qu'à l'époque, ce qui m'a le plus marqué,
C'est vraiment le côté les Pokémon en 3D, le fait que ça soit une vraie aventure où on voyage quand même dans pas mal d'environnements différents. Bon, on voyage très régulièrement dans Pokémon, hein, mais c'est pas la même sensation quand tu voyages sur Game Boy et quand tu voyages sur GameCube. Donc du coup, le fait de voir ça, qu'on avait l'habitude de voir en pixel art, en 3D, sachant que le jeu était quand même vraiment clean à sa sortie, c'était assez insane. Et en vrai, et du coup, moi, ce qui fait que j'aime autant le jeu encore maintenant, c'est plutôt son facteur difficulté. Ah là là, difficulté, difficulté étant un terme que je déteste, je vais éviter de trop l'utiliser, mais exigence, tu vois ce que je veux dire. Ouais, surtout. Exactement. C'est que le gameplay est beaucoup plus punitif en fait, pour être plus exact, parce que ça paraît tout con. En fait, les combats doubles, par définition, sont beaucoup plus punitifs que les combats seuls, parce que il suffit que 2 Pokémon t'attaquent toi un seul et tu peux mourir en un tour. Donc vraiment, et puis pour le coup, il y avait vraiment un système de boss, genre pas en mode champion d'arène, mais vraiment un peu des leaders des teams antagonistes qui faisaient office de boss, qui en plus avaient des légendaires, donc c'était quand même vraiment une autre histoire que juste un champion d'arène. Et du coup, il y a un vrai facteur difficulté. Et en fait, moi, Pokémon Colosseum, je l'ai refait plein de fois dans mon parcours. Et en fait, plus je le faisais, plus ce que j'aimais bien, c'était ce côté très punitif, le fait de... C'est un des seuls jeux Pokémon où il faut bien choisir ses Pokémon, les choisir en connaissance de ce qu'ils vont t'apporter et de ce que tu vas peut-être manquer un peu dans ton équipe. C'est le seul jeu Pokémon où tu as un vrai intérêt à utiliser les objets, les objets que tu peux faire tenir à tes Pokémon. Il y en a pas mal dans le jeu et tu as un vrai intérêt à les utiliser pour avoir un avantage. Et même la capture en soi, c'était vraiment tendu, parce que du coup tu devais capturer les Pokémon pendant un combat de dresseur, alors que le mec a peut-être encore des Pokémon pour te taper dessus. Donc vraiment ce facteur un peu plus stratégique, exigence, ils ont vraiment apporté quelque chose. Parce que c'est vrai que clairement, quand on joue aux anciennes versions maintenant, c'est assez minimaliste, hein, c'est assez simplé. Hein, t'as des combats 1 contre 1, donc tu choisis ton attaque, tu fais limite presque en boucle. En plus, t'avais pas tant d'attaques que ça, donc ça restait assez répétitif. En plus, t'avais des combats aléatoires, donc des fois tu marchais 3 mètres et tu tombais sur un nouveau combat. Donc là, ils ont apporté quelque chose de nouveau. Ok. Et comme je disais, juste par rapport justement aux rencontres aléatoires, parce que t'en parles, le fait qu'elles n'y soient pas, ça fait que moi petit, je sais que je passais beaucoup de temps à taper des mobs dans l'herbe et prendre des niveaux d'avance. Et en fait, même à l'époque, Pokémon ça se passait bien parce que justement en général, t'avais ton starter qui était niveau... qui avait 10-20 levels de plus que les Pokémon en face. Alors que dans justement Colosseum, comme il n'y a pas ces rencontres aléatoires, t'es un peu obligé de faire avec ce qu'on te donne. Du coup, l'XP est beaucoup mieux géré. Genre, justement, c'est un débat qui revient très souvent dans la communauté Pokémon. C'est que, parce que je stream très souvent du Pokémon, même si en ce moment pas trop. Et souvent, les gens viennent me voir et me disent... Pokémon, c'était mieux avant, parce que avant c'était dur. Et moi je leur dis, en soi non, il n'y a pas eu de réel changement, il y a eu quelques petits changements de confort de vie, mais il n'y a pas eu de vrai changement de gameplay qui fait que ça se simplifie. Et du coup, en fait, ce biais-là, il vient du fait que déjà de 1, quand on a 8 ans, on est moins alerte vis-à-vis des mécaniques de gameplay et tout ça. On a moins les clés pour rouler sur le jeu. Et en plus, le principe de quasiment n'importe quel JRPG, c'est que la entre guillemets difficulté, elle est déterminée que par à quel point toi tu vas prendre de l'avance ou du retard par rapport à la courbe qui a été déterminée par les devs, quoi. Donc dans Pokémon Colosseum, cette courbe, tu peux pas vraiment prendre de l'avance dessus. Et du coup, il reste toujours exigeant.
C'est ça, exactement. Mais même aujourd'hui, toi, qui l'a refait, donc avec une maturité de jeu, on va dire, faire un jeu comme ça à 8 ans et le faire à 15 ans, c'est différent. Tu es meilleur joueur à 15 ans, évidemment. Mais est-ce que toi, tu trouves justement qu'il a toujours son exigence, ou tu l'as trouvé de plus en plus facile à force de le faire? Bah, honnêtement, c'est un des seuls jeux Pokémon que, encore aujourd'hui, quand je le fais, j'ai ma dose de stratégie, de devoir vraiment réfléchir, de set up une vraie team. Et après, moi en général, je sais que j'ai tendance un peu à rush sans vraiment m'en rendre compte. Et du coup, Pokémon Colosseum, j'ai tendance à le faire plutôt avec des niveaux de retard. Et du coup, ça monte encore un peu la difficulté. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que je dois vraiment, pour chaque combat vraiment dur, réfléchir en mode ok, je vais gérer ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Alors qu'un jeu classique, maintenant, ça roule tout seul, quoi, les jeux Pokémon. Ok, on va faire la petite aparté, voilà, le petit mot que tu dis, que ceux qui regardent la vidéo doivent écrire dans le chat, évidemment, hein, c'est la chose qu'on fait maintenant avec ce format. Tu choisis un mot, une phrase qui te passe par la tête, et puis vous qui regardez la vidéo et buvez toutes les bonnes paroles de l'ami Skerax, voilà, réécrivez bien évidemment dans les commentaires. Je dois choisir un mot? Un mot, une phrase, vraiment ce qui te passe par la tête. On a eu un peu de tout, hein, donc c'est vraiment ce qui te vient en tête. Bonne question. Écoutez, je crois que tu as fait un débat là-dessus, mais n'hésitez pas à marquer que la difficulté, c'est un concept bidon. Très bien. Ouais, exactement, on avait fait un débat sur la difficulté, ouais, à l'époque où il y a eu Returnal et tout ça. C'est un débat sans fin et qui reviendra bien évidemment. Hein, mais, En réalité, c'est un non-débat. L'ami nostalgique le disait très bien, c'est une polémique. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Salut à Quentin, cité de passage, hein, bien évidemment. Mais non, c'est un non-débat, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. Il y a quand même des avis qui sont intéressants. Chacun a son avis, comme dans toute polémique, comme dans tout débat. Donc voilà, la phrase aujourd'hui à écrire dans les commentaires, c'est la difficulté. Le débat sur la difficulté est un débat bidon. Voilà, vous le tournez comme vous voulez, mais je suis assez d'accord. C'est un débat bidon, sauf le mien, bien évidemment. Évidemment, allez voir la vidéo de Fox, bien sûr. Évidemment. Non, mais c'est vrai que c'était un débat qui était quand même intéressant. Et puis bon, là, ça touche aussi ce Pokémon-là, mais il y a toujours des solutions pour certaines choses. Et quand c'est pas la difficulté, quand c'est de l'exigence, c'est intéressant parce que justement ça apporte une certaine touche. Et puis là, pour revenir sur le jeu, justement, l'exigence de ce Pokémon Colosseum, toi, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué parce qu'aujourd'hui, tu as ce souvenir-là que c'est un jeu qui t'a forcé à être stratège, qui t'a forcé à réfléchir chaque combat. Oui, c'est justement ça le plaisir de certains jeux. Mais pour le coup, Pokémon Colosseum, ça fait partie de ces jeux où j'ai un peu ouvert la boîte de Pandore, justement de vouloir mettre la barre toujours plus haut et de faire des trucs toujours plus cons. Et typiquement Pokémon Colosseum, je sais pas si du coup tu connais peut-être pas parce que tu t'es pas trop bercé dans la culture Pokémon, mais si tu veux, il y a un challenge que la communauté a créé sur Pokémon qui s'appelle le Nuzlocke. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du tout, non. En gros, justement, comme la communauté en a marre que les jeux soient trop faciles de Pokémon, il y a des gens qui ont créé un concept qui s'appelle le Nuzlocke, qui consiste en fait, dans n'importe quel jeu Pokémon, ça s'applique surtout aux jeux classiques plus qu'à Colosseum en l'occurrence, mais qui consiste en fait à n'avoir le droit de capturer que le premier Pokémon de chaque zone, donc ça te limite dans tes Pokémon, et chaque Pokémon qui tombe KO est considéré comme mort définitif, et du coup tu es obligé de faire avec ces contraintes. Et ça fait que ça redonne un peu un second souffle au jeu parce que mine de rien, quand tu joues dans ces conditions-là, tu peux, ça arrive souvent de tomber KO, tu vois. Donc tu dois systématiquement rechanger tes Pokémon, te réadapter et tout. Et moi justement, quand Pokémon Colosseum, ça m'a donné un peu cette envie d'aller plus loin. Et derrière, du coup, j'ai découvert un peu les Nuzlocke, les challenges et tout ça. C'est arrivé plus tard pour le coup, mais c'est
un des jeux qui a joué là-dedans. Et maintenant, j'avoue que je suis hyper friand de tous ces défis-là. C'est des trucs que tu stream? Ouais, justement, il y a un défi que je me suis lancé qui actuellement est en pause mais qui va revenir à la rentrée. Un défi un peu fil rouge de mon stream qui consiste à faire toutes les générations de Pokémon dans ce mode qu'on appelle Nuzlocke. Et sauf que si je perds le moindre combat dans le moindre jeu, je dois recommencer tous les jeux depuis le début. Ok. Je sais pas si tu connais parce que c'est une inspiration qui vient Dark Souls. Bien sûr. Dark Souls 2, tu Dark Souls. Oui, il y a ce qu'on appelle la God Run dans Dark Souls qui consiste à faire tous les jeux sans jamais se faire toucher. Sinon tu recommences tout. Et j'ai un peu mixé mes influences Pokémon et From Software. Mais du coup, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo sur Dark Souls 2 parce que c'est le seul que personne n'avait réussi à faire. C'est sans se faire toucher ou sans mourir? C'est sans se faire toucher. Sans se faire toucher. C'est ça qui est infâme, justement. Mais ouais. Enfin, dans Dark Souls, pas dans Dark Souls, ouais, mais le 2, je crois que ça a été fait. C'était celui qui avait jamais été fait parce qu'il y avait 40 boss et tout ça. Et j'ai vu la vidéo sur justement le premier qui l'a fait. Qu'il l'a réussi la veille de la sortie de Sekiro, justement. Ouais, j'ai vu cette vidéo aussi. La vidéo, elle est incroyable. Même si on n'aime pas Dark Souls, ça montre certaines choses, la motivation, l'envie qu'il y a derrière le jeu. Ça prouve que le jeu vidéo, c'est pas juste un divertissement comme ça, que ça peut aller bien plus loin. Mais j'avais entendu parler de ce challenge, le Nuzlocke du coup, mais sans avoir le nom. Et je le trouve très intéressant pour le coup, tu vois. Donc, limite, tu croises les doigts pour tomber sur un bon Pokémon quand t'arrives dans une zone, tu vois. C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment, tu croises les doigts. Et là où moi, c'est un truc que j'aime bien, et ça marche très bien en stream aussi, c'est que vu que les Pokémon peuvent mourir à tout moment, en fait, tu as un attachement qui est plus fort quand ça fait un moment qu'ils sont dans l'aventure, tu vois. Quand ils meurent, c'est encore plus un chagrin de ouf. Et donc, ouais, ça donne vraiment une saveur particulière à tous les jeux Pokémon, pour le coup. Bon, très intéressant. J'essaierai de suivre ton stream quand tu reprendras ce challenge alors avec grand plaisir. Moi j'aime bien ce genre de petit challenge. C'est un peu les streams du stress, hein, ce challenge. Hein, parce que n'importe quel combat qui me renvoie tout au début. Justement, à la base, j'avais fait les 4 premières générations. J'avais réussi à clean, j'ai réussi à clean les 3 premières générations et on s'était arrêté à la 4e. J'avais fait une pause parce que j'avais tellement enchaîné que j'en pouvais plus. Fallait que je stoppe un petit peu. Et du coup là, on va le reprendre à la rentrée et j'espère que je vais réussir du premier coup à tout terminer parce que si je dois tout recommencer, ça va être dur, ça va être très dur. Tu m'étonnes. T'hésiteras pas à le mentionner sur Twitter, Pierre, comme ça je retweeterai ça pour ceux qui veulent jeter un œil évidemment, hein, des fans de Pokémon, on sait qu'il y en a à tout va et sûrement parmi vous bien évidemment. Du coup ton équipe un peu de Pokémon de cœur pour ce Pokémon Colosseum, t'avais des Pokémon que t'aimais beaucoup, que tu retrouves un peu à chaque fois que tu lances des runs. Ouais, alors déjà, un truc que j'ai pas mentionné et que je trouve très très cool dans Pokémon Colosseum, c'est que y a pas vraiment le système de starter classique de la série principale. Tu choisis pas entre un Pokémon plante, un Pokémon feu et un Pokémon eau. Là, dans Pokémon Colosseum, c'est de base, on n'a pas le choix. On commence avec un Noctali et un Mantali, qui sont un peu cultissimes pour les gens qui aiment Colosseum. Et en plus, on commence pas niveau 5, on est à peu près niveau 20 et quelques, je crois. Donc, il n'y a pas vraiment ce moment très mou du début où on a genre juste charge et rugissement. Donc, c'est pas mal. Et surtout que Noctali et Mantali, ils ont des rôles vachement complémentaires. Et tu parlais, du coup, on en revient à ce que tu disais sur les JRPG, mais quand on pousse un peu et qu'on creuse, Mantali, il a un rôle vraiment de mage. C'est un Pokémon qui fait beaucoup de dégâts, qui est très fragile et qui a plutôt des sorts qui font très mal. Alors que d'un côté, Noctali, il a plutôt le rôle de tank. Il est plutôt résistant, il tape moins fort, mais il a des sorts qui permettent de prendre l'aggro, de jouer le rôle d'un tank. Et du coup, cette dualité du Noctali et du Mantali, ça fonctionne vachement bien parce que même sans se poser plus la question que ça, assez naturellement t'en viens à te dire ok, mon Noctali va protéger mon Mantali va faire les dégâts, et en vrai c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué aussi. Et donc du coup moi j'avoue que Noctali Mantali il reste toujours dans mon équipe parce que je les kiffe.
Et à côté de ça, faut que je me rappelle parce qu'il y a pas mal de, il y a pas tant que ça de Pokémon qui sont disponibles, mais je sais que j'aimais bien Marestre. Je sais pas si tu vois cette espèce de gros Pokémon bleu qui a une tête un peu inexpressive, qui est l'évolution de Axolotl. Ouais, Axolotl, je vois, donc... Tu vois, ouais. Et bah son évolution, parce que il est type au sol, du coup il a une immunité électrique, et du coup c'est hyper intéressant d'avoir ce type de Pokémon. J'aimais bien Feu Forêve aussi, qui est un... Alors, c'est un peu le paradoxe de Pokémon Colosseum, c'est que c'est un Pokémon qui est sorti en même temps que la 3ème génération, mais il y a énormément de Pokémon de la 2ème génération dans le jeu, notamment ceux qu'on peut jouer. Donc du coup là pour l'instant je t'ai cité que des Pokémon de la 2ème génération. Je sais que dans le jeu, même s'il arrive assez tard et que c'est compliqué de l'utiliser, il y a mon Pokémon préféré de tous les temps, à savoir Tyrannosif, qui est beaucoup trop stylé. Donc pareil, celui-là je le prends dès que je peux. J'aime bien Capoeira aussi qui est disponible, qui est assez bon en plus dans le jeu mine de rien. Et je t'en ai cité combien? Je t'en ai cité 5 là. Parce que tu peux avoir combien de Pokémon au maximum? Tu peux en avoir 6, okay. Comme dans les jeux classiques. T'en as 6. Après, tu peux en avoir au PC, hein, comme dans les jeux classiques. Mais sur toi, tu peux en avoir 6, ouais. Et du coup... Et puis, du coup, bah, au début du jeu, je l'oubliais, mais il y a un système de starter quand même, dans le sens où les premiers dresseurs que tu vas affronter, tu choisis entre... un dresseur, alors c'est des mecs on dirait qu'ils sont cosplayés en Power Ranger. Il y en a un en rouge, un en bleu et un en vert. Et en fait ils ont chacun une évolution du starter de la 2ème génération. Donc à savoir il y en a un qui a l'évolution de Kaiminus, il y en a un qui a l'évolution de Germignon et il y en a un qui a l'évolution d'Hérisandre. Et donc en fait c'est un peu une manière de te donner quand même une sorte de starter. Et donc en général j'ai tendance à prendre plutôt Kaiminus parce que... Pokémon d'eau ça, non? Ouais, c'est ça, c'est l'espèce de petit crocodile qui est assez mimi, je l'aime bien. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... alors après, là, moi, je pourrais en parler pendant des heures en rentrant dans les détails et tout. Tu dis ce que tu veux, on n'est pas limité dans le temps, hein. C'est ta vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Parfait. Parce qu'en fait, dans Pokémon, il y a eu un moment donné dans le jeu où il y a eu des changements de règles de gameplay sans qu'on s'en rende vraiment compte quand on était petit. C'est qu'en fait la règle des types, parce que tu sais il y a le système de types dans Pokémon qui est très classique à beaucoup de RPG, à savoir t'as les 3 éléments de base qui se mangent chacun, plus tout un tas de types qui ont des interactions entre eux. Et en fait dans les 3 premières générations, chaque type était lié soit au physique, c'est aux statistiques physiques, soit aux statistiques spéciales, ce qu'ils appellent l'attaque spéciale. Ouais. Et dans les 3 premières générations, c'était vraiment un type égale un type de statistique. Donc à savoir que par exemple le type eau, il était toujours spécial, le type feu, il était toujours spécial, qui dans les premières générations créait des aberrations totales. Par exemple, t'as des attaques qui pourraient paraître physiques, qui étaient spéciales parce que le type le décidait ainsi, tu vois. Ouais. Par exemple, une aberration, c'est que le type spectre, il était considéré comme physique. Donc ça veut dire que un Pokémon comme Ectoplasma, qui avait des statistiques plutôt spéciales, il avait quasiment aucune de ses attaques basiques intéressantes parce que il tapait rien avec. Alors que contrairement à ça, tu sais, dans la première génération, on a à un moment donné, on choisit entre Tignon et Kikli. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Et Tignon, son truc, c'est qu'il pouvait apprendre les points élémentaires, donc point feu, point glace et point foudre, ouais, ou un truc du style. Sauf que ces attaques, elles étaient spéciales du coup, puisqu'elles étaient liées à leur type, ce qui n'a aucun sens parce que c'est quand même un coup de poing, tu vois. Et du coup, Ectoplasma, au final, tu avais plus intérêt à le jouer avec ces points-là, ce qui au final ne veut pas dire grand-chose. Et ils ont changé ça en passant de la 3ème à la 4ème génération, où là, pour le coup, dans un même type, chaque attaque était vraiment déterminée, soit spéciale et soit physique, et ça a vraiment relancé de 1 la cohérence et de 2 l'intérêt de certains Pokémon. Mais comme Pokémon Colosseum il est sorti pendant la 3ème génération,
bah il a ces règles de type hyper limitées. Et du coup, vu que le choix de Pokémon est limité et qu'en plus il y a certains Pokémon qui sont complètement inutilisables à cause de ça, du coup t'es vraiment super limité en choix. Bon, quand t'es petit, tu t'en rends pas compte, tu vois, tu t'en fous, tu prends les Pokémon que t'aimes bien, tu sais même pas que c'est pourri et voilà, tu te poses pas de questions. Mais c'est vrai qu'au final le choix est assez limité. C'est la principale critique qui est fait au jeu, c'est vraiment la limite des Pokémon utilisables, le fait qu'il n'y ait pas de rencontres aléatoires et tout quoi. Ça te montre le problème d'équilibrage quand t'as 151 Pokémon jouables et quand t'en as, je sais pas combien il y en a dans le Colosseum, mais je donne un chiffre au hasard avec 40, tu vois. Je veux dire, forcément, 40 Pokémon, t'es obligé de les équilibrer correctement. Et t'auras pas beaucoup de doublons, parce qu'au final, dans Pokémon les premières générations, je me rappelle que t'avais beaucoup d'attaques qui se ressemblaient, beaucoup de choses qui se ressemblaient, donc au final, sur les 150 Pokémon, au final, t'as beaucoup de doublons. Et ce que t'es en train d'expliquer très bien, du coup, les éléments, les attaques élémentaires qui ne servaient pas à grand chose, donc voilà, le problème d'un équilibrage. Mais c'est peut-être là où justement c'était une des forces de Colosseum, d'avoir un équilibrage vraiment très intelligent, d'avoir beaucoup d'intelligence dans le développement du jeu et la manière de présenter les choses et tout ça, donc et c'est peut-être pour ça. Pour le coup, Pokémon Colosseum, tu sais, ils ont pas modifié les règles établies des jeux principaux, hein, ça réutilise vraiment les codes. Donc il n'y a pas eu vraiment de modification d'équilibrage. L'équilibrage, il est plutôt fait sur la manière dont sont répartis les combats, les Pokémon que tu peux capturer, etc. Mais après, ce qu'il faut voir avec Colosseum quand même, à prendre en compte, c'est que les Pokémon que tu peux utiliser toi sont très limités. Effectivement, je crois qu'il y en a pas tant que ça. Hein. Je crois qu'il y en a peut-être une trentaine max, quoi. Et alors que en soi, dans le jeu, tu peux croiser, pour les adversaires, j'entends, tu peux croiser des Pokémon de la 3e génération, de la 2e et de la 1re. Donc ça fait quand même un pool de Pokémon plus grand. Mais c'est parce que, pour expliquer, parce que j'en ai pas parlé depuis le début, mais une des mécaniques de Pokémon Colosseum, c'est que, et ça, c'est un des trucs principaux de l'histoire, sans non plus tout spoil, parce que faites-le, si vous n'y avez pas joué, il est incroyable. Mais en gros, tu as une espèce d'organisation secrète qui ferme la conscience des Pokémon pour les transformer en armes. Et ces Pokémon dont la conscience est fermée, ça s'appelle des Pokémon obscurs, les fameux Pokémon obscurs. Et du coup, en fait, nous dans l'aventure, les seuls Pokémon qu'on a le droit de voler à des adversaires, puisque c'est la seule manière de capturer des Pokémon, c'est justement les Pokémon obscurs. Et en fait, la raison pour laquelle on peut se permettre de les voler, malgré que notre personnage n'est pas un escroc, quoi, c'est parce qu'en fait, on reprend les Pokémon obscurs à cette organisation-là pour justement leur rouvrir la conscience et en gros les sauver, quoi, si tu veux. Ce qui fait que, en fait, dans les combats, les seuls Pokémon qu'on va pouvoir récupérer, c'est les Pokémon obscurs des adversaires. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu. Donc, c'est pour ça qu'on est limité, quoi. Ouais. Ok. Bon, nickel. Du coup, c'est ton Pokémon préféré à toi? Le Pokémon que tu considères comme... Ouais. C'est pas le seul. Après, il est un peu différent des Pokémon classiques, donc je l'aime pas pour les mêmes raisons, tu vois. Par exemple, mon Pokémon préféré de la licence principale, c'est plutôt la 3e génération, donc finalement c'est un peu au même moment quand même. Peut-être que mon âge et ma découverte à ce moment-là jouaient beaucoup, mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Mais c'est vrai que Pokémon Colosseum, il a une place très particulière pour moi par rapport à tout ce que je disais jusqu'à maintenant. Et ouais, c'est un de ceux que j'ai le plus de plaisir à refaire assez régulièrement. Et ouais, trop bien, quoi. Ok. Et du coup, toi, t'étais déjà amoureux de Pokémon avant, mais est-ce que le jeu a participé à faire grandir justement un peu cet amour et tout ça? Clairement, comme je sais ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, mais ça a vraiment contribué à me donner un peu ce goût du défi, à me montrer un peu à quel point... En fait, c'est un peu terrible d'une certaine manière, parce que ça m'a montré à quel point avoir un vrai jeu de console de salon Pokémon, ça pouvait être incroyable. Et finalement, je
je l'attends toujours, moi, le Pokémon, vrai Pokémon de console de salon sur une vraie console. Bah, là, typiquement, la Switch, tu vois, épée et bouclier, même si le jeu est pas mauvais en soi, il est quand même un peu décevant. Et techniquement parlant, en tout cas, le jeu est quand même vraiment en dessous de ce que la Switch est capable de faire. Et c'est un peu frustrant, tu vois. Parce que c'était un peu, pour le coup, c'était un peu le premier jeu Pokémon de la série principale où ça y est, on n'est plus sur une DS, quoi. On est sur une vraie console. Et pourtant, bah voilà, c'est pas folichon, quoi. Ouais, bon, donc ça m'a. un des seuls, ouais. Et du coup, c'est un jeu que t'aimerais revoir, pourquoi pas arriver en remake, un petit remaster sur Switch. Ah bah, je vais pas te mentir que c'est un peu... J'ai pas mal de gens dans ma communauté qui, pareil, sont amoureux du jeu. Et c'est un peu notre blague de dire que si un jour il y avait un remake de Pokémon Colosseum, ce serait top parce que je pense que c'est un jeu... En fait, je pense que c'est un jeu qui est vraiment très intéressant dans le spectre de ce qu'est capable de proposer Pokémon, justement parce qu'il fait les choses différemment, tu vois. Il tente des choses différentes, il tente d'aller dans un truc un peu plus mature, et donc c'est vachement intéressant. Et pour autant, vu que le jeu il est sorti sur GameCube, qui déjà à l'époque était une console qui a fait un bid monumental, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui probablement seraient très contents de découvrir le jeu, parce que j'entends énormément de gens se plaindre de la facilité d'un Pokémon épée bouclier par exemple, mais qui n'ont pas forcément fait Colosseum, et peut-être que ça pourrait leur donner un peu ce petit côté stratégique qui leur manque, tu vois. Donc très clairement, moi je pense que ça serait hyper bénéfique. Après, je sais pas du tout, ça m'étonnerait que ça soit dans les plans de Pokémon Company, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir avec Pokémon Colosseum, c'est que tu sais, Pokémon globalement, c'est, The Pokémon Company, c'est une grosse société qui est détenue en particulier par une partie par Nintendo, une partie par Game Freak, le studio de développement, et une partie par Creators Inc., qui est une des sociétés aussi de jeux au Japon. Et Game Freak, historiquement, c'est eux qui ont développé tous les jeux de la série principale, de la 1 à la 8e génération. Et Pokémon Colosseum n'est pas développé par Game Freak. Ça a été développé par un autre studio qui s'appelle Genius Sonority. Et en fait, ce studio-là, ils ont fait Pokémon Colosseum. Alors Pokémon Colosseum a une suite qui s'appelle Pokémon XD, c'est une séquelle qui suit pas directement avec le même personnage et tout. C'est un autre perso, mais c'est dans la même région. C'est un peu dans le même type de setup, mais moi je l'aime moins parce que le jeu abandonne un peu ce côté mature. Déjà, on recommence le héros est un gosse. Alors, y a pas de mal en soi, mais bon, moi j'étais très content d'avoir un perso plus badass dans Colosseum. Là, on repart avec un gosse. Et pour le coup, le jeu essaye de mettre plus l'accent sur l'humour. Alors, je sais pas si peut-être que Colosseum a pas plus fonctionné que ça, c'est très probable. Mais ils ont essayé de partir sur autre chose, un peu plus humoristique, un peu plus parodique, un peu plus ridicule. Et moi, j'avoue que c'est pas du tout ce que je recherchais dans, en tout cas, cette série-là. Et donc, j'avoue que ça m'a moins accroché. Donc, j'ai moins kiffé XD que Colosseum. Mais en tout cas, voilà, cette suite existe. Donc, ça vaut le coup quand même de le faire pour la curiosité. Et en fait, derrière, Genius Sonority, ils ont complètement disparu des radars. Ils ont jamais refait de jeu de cette série-là. Et je crois que actuellement, ils ont travaillé il y a pas longtemps sur Pokémon Café Mix ou un truc comme ça. Le truc était sorti sur mobile et Switch, un peu jeu pas typé Candy Crush, mais un peu dans la même truc, quoi. Donc pas très intéressant pour ma part. Donc je crois pas que ça soit au goût du jour et c'est bien dommage. C'est dommage, surtout que Nintendo, eux, c'est pas comme si ça les dérangeait de faire des portages de jeux, quoi que ce soit. Hein. C'est 80% du catalogue de la Switch. Mais non, pas 80%. C'est sûr qu'il y a pas mal de portages. Mais bon, c'est compréhensible. En même temps, la Wii U est tellement dans un état de non-existence que tous les bons jeux, parce qu'il y a eu des bons jeux sur la Wii U,
tous les bons jeux de la Wii U, faut bien que les gens y jouent, quoi. C'est dommage. Moi j'ai rien contre les portages et tout ça en soi, hein. Donc à la limite j'ai quelque chose contre les prix, vendre Skyward Sword 8 ans après sa sortie 60 balles, ouais, là, ça, voilà. Dans un portage qu'ils appellent remaster, quoi. Un portage qui, voilà. Mais c'est pour ça qu'un Colosseum HD, pourquoi pas, ce serait une bonne idée, hein. Donc voilà, après à savoir si c'est bien vendu sur GameCube, c'est compliqué, en même temps vendre des jeux sur une console qui a bidé, tu peux pas vraiment te rendre compte de savoir si le jeu s'est bien vendu, donc voilà. Ok, bah écoute. Après, là où l'espoir est pas mort non plus pour autant, c'est que on l'a vu récemment, Pokémon Company, parce que les gens font beaucoup l'amalgame entre Nintendo et Pokémon Company, mais malgré le fait que Nintendo a des parts de Pokémon Company, c'est quand même deux entités en soi qui ont des décisions très différentes. Faut savoir que Nintendo a la main mise sur énormément de first party de leur console, mais pour le coup, Pokémon Company, c'est un des rares acteurs qui est vraiment à part, qui a son mot à dire, qui est très puissant et qui pour le coup est un peu en marge du reste du catalogue Nintendo. Et Pokémon Company, pour le coup, ils aiment la thune, hein, et on les comprend, hein. Et du coup, déjà, le remake en soi, c'est un truc qui fait partie de leur catalogue de sortie, puisque à ce jour, toutes les générations ont systématiquement des remakes petit à petit. Tu vois, il y a eu le remake de la 1G avec Rouge Feu, il y a eu Soul Silver et Heart Gold pour la 2G, il y a eu Ruby Omega Sapphire Alpha pour la 3G. Là, il y a le remake 4G qui arrive dans quelques mois. Donc c'est un truc quand même qu'ils font. Et notamment aussi, on l'a vu ces derniers temps, ils ont cette volonté de déterrer des licences du catalogue des spin-offs de Pokémon, avec notamment Pokémon Donjon Mystère qui est ressorti, Pokémon Snap. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour on va avoir peut-être qu'un jour ils vont déterrer cette licence-là. Je sais pas s'ils déterreraient pas avant Pokémon Stadium, tu vois, si tu veux mon avis. Bah après, en fait, le truc c'est que moi je pense qu'avec Pokémon Stadium, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais ça manque quand même, tu vois, de cette aventure, de ce scénario et tout. Et est-ce que les gens, en fait, je sais pas, est-ce que finalement le meilleur des mondes, ce serait pas qu'ils fassent genre un Pokémon Colosseum DX, ou parce qu'ils aiment bien appeler ça comme ça maintenant, les jeux, avec finalement le côté scénario qui est fidèle à l'original, et un côté arène qui serait développé, qui serait un peu avec des ajouts, qui irait plus dans le sens de Stadium, tu vois. En soi, ce serait mortel, hein. Après, voilà, rêver c'est beau, hein, mais... Il faut prendre en compte maintenant le fait qu'il y a Arceus qui arrive, Pokémon Arceus, et que ça va être un jeu en monde ouvert, le Breath of the Wild de Pokémon, on va dire. Donc, je sais pas s'ils arriveraient à faire cohabiter à la fois un Pokémon aussi gros que ce qu'ils ont envie de faire avec Arceus, et un nouveau Colosseum ou ce genre de choses. Donc de Pokémon scénarisés, de Pokémon avec une histoire, avec un scénario et tout ça, je pense que ça pourrait être compliqué. Après, peut-être le problème d'un portage et tout ça, c'est qu'ils vont ramener un Pokémon Colosseum qui peut-être n'a pas eu de bons retours à l'époque ou ne s'est pas vendu, donc eux ils voyaient surtout par les chiffres, hein, donc ils se disent le jeu ne s'est pas vendu, donc aujourd'hui les gens ne sont pas intéressés. Mais un jeu où on en est à la 3ème génération de Pokémon alors qu'on en est à la 8ème aujourd'hui, avec peu de Pokémon, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui faire revenir un jeu tel quel, ça pourrait être compliqué. Je pense que oui et non, dans le sens où par exemple Pokémon Let's Go, il est sorti en 2018, fin 2018, et en soi dans Pokémon Let's Go il y a 153 Pokémon, parce qu'il y a que la première génération, donc en soi sortir des jeux où il y a moins de Pokémon, ça peut être considéré dommage, dans le sens où maintenant c'est vrai qu'il y en a, je sais pas, 900 et des bananes, donc c'est un manque qui peut se ressentir, mais quelque part Pokémon a une communauté qui est extrêmement nostalgique, et ils le savent très bien, et ils savent très bien que la nostalgie ça rapporte de la thune, et du coup en soi c'est sûr que je sais pas si le jeu s'est suffisamment bien vendu pour qu'il y ait un capital nostalgie suffisamment important pour que ça soit intéressant pour eux, mais après c'est sûr que ça poserait des problèmes rien que par le fait que comme on le disait tout à l'heure, la règle des types depuis elle a changé, donc il faudrait réadapter tout ça. Après ils peuvent le faire, hein. Ils l'ont fait notamment dans les remakes de la 3ème génération, mais voilà,
moi je pense que c'est... En soi, ils ont déterré Pokémon Donjon Mystère, qui, je sais pas si c'était un carton à l'époque, mais je pense pas que ça soit non plus un spin-off qui est si vendu que ça. Ah, je peux me tromper, hein, les gens nous diront dans les commentaires, bien sûr. Mais je sais pas. Moi, je pense qu'il y aurait un truc à faire. Ça peut faire découvrir le jeu à des gens, et moi je pense que les gens kifferaient. Mais après, voilà, je connais pas comment dire, leurs impératifs et tout. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que là où ça peut être compliqué, c'est que faire cohabiter un Pokémon Légende Arceus avec un autre Pokémon scénarisé qui finalement a le même type de gameplay. Alors même si Arceus, on sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais effectivement, ça peut faire un peu, de la concurrence au sein de tes propres jeux, quoi. Ouais. Ce qui finalement est un peu le cas, étant donné que Pokémon Legend Arceus sort à peine 4 ou 5 mois après le remake 4G, ce qui déjà pour moi est une aberration totale, mais... Ouais, ça, mais après c'est vrai que l'esthétique est différente, et puis tu vois, c'est un peu comme Zelda Link's, le remake de Link's Awakening qui est arrivé derrière, mais qui était quand même assez différent par son esthétisme, son gameplay qu'un Breath of the Wild ou voilà, donc mais bon, il n'y a jamais assez de jeux Pokémon de toute façon, donc autant... Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais en vrai c'est fou parce qu'à l'époque, je sais que quand on était plus jeune, mais des jeux Pokémon, il y en avait à toutes les sauces. On a vraiment eu genre tous les gameplays en version Pokémon à l'époque. Et c'est vrai que ils ont un peu arrêté de faire ça et maintenant ça se concentre beaucoup plus sur la licence principale. Même si, comme on disait, ils ont cette envie de redéterrer un Pokémon Snap, un Pokémon Donjon Mystère, de faire des trucs un peu différents. Ouais. Avec Pokémon... il y a eu là, il y a Pokémon Unite par exemple qui est sorti, qui est une tentative quand même d'aller chercher le marché du MOBA, le marché de l'e-sport, le marché chinois en grande partie. Donc ils sont allés un peu de partout, hein, Pokémon de toute façon. Ouais. Donc que ce soit dans les spin-offs, les jeux de ci, les jeux de ça, et après ils se sont exportés aussi de partout. C'est trop gros Pokémon. De toute façon aujourd'hui. Ça brille encore plus de 20 ans après, c'est pas pour rien, hein, donc voilà, ça a touché des générations entières, ça continuera à toucher des générations entières. C'est vrai que moi je suis là pour le coup, tu m'as appris beaucoup de choses sur Pokémon, tu vois. C'est vrai que moi, tu vois, l'amalgame que t'as parlé de Pokémon entre Nintendo et Pokémon Company, tout ça, c'est des choses que je sais pas parce que vraiment Pokémon, j'ai vite arrêté, tu vois. Donc moi ça fait plus de 15 ans que Pokémon, pour moi, les générations à partir de la 3ème ou quoi que ce soit, les Pokémon, tu me dis un nom de Pokémon, je ne vois pas, non. Ouais. Tu vois. Mais je comprends. Ouais, c'est soit tu restes dans l'engouement, je connais plein de gens, hein. Il y a plein de gens qui regarderont sûrement la vidéo, Flavien, il y a tous les amoureux Nintendo. De base, je suis pas un grand amoureux de Nintendo moi non plus, hein. Zelda, c'est vraiment une licence que j'ai vraiment envie de découvrir mais que je connais trop peu. Mario, c'est pareil, il y a plein de Mario majeurs que je n'ai jamais fait, tu vois, donc de base, je suis pas spécialement un joueur Nintendo, donc forcément, je suis pas le public ciblé pour Pokémon, mais je comprends vraiment l'engouement et tout ça, et j'ai compris l'amour que tu avais pour la licence et pour Pokémon Colosseum, donc c'était en tout cas très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses pour le coup. Donc, tant mieux. J'espère que du coup ça t'a donné envie de le faire un petit peu, Colosseum. Bah écoute, franchement, Pokémon Colosseum pour le coup, ouais, quand j'ai regardé les gameplays, j'ai dit ça a vraiment l'air pas mal pour le coup, tu vois. Et je savais pas trop sur quoi j'allais tomber, mais ouais, pour le coup, ça a vraiment l'air pas mal. Donc s'ils font un portage sur Switch ou un remake, eh ben écoutez, il y aura moi en tant qu'acheteur déjà, ce sera déjà pas mal. Me faire acheter. Nintendo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà, exactement. Ok, bon bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de ce pourquoi le jeu t'avait marqué. On a aussi abordé un peu la licence au sens large. La dernière question, le petit dernier aparté, c'est si tu devais donner envie de découvrir justement le jeu aujourd'hui en une ou deux phrases, lesquelles ce seraient? Clairement, comme je disais tout à l'heure, ce serait, je mettrais en avant le côté plus mature, plus scénarisé, parce que c'est un truc qui manque beaucoup dans certains jeux Pokémon. Donc vraiment un vrai scénario, une vraie aventure, plus mature et avec un côté un peu plus stratégique. Donc en fait, c'est un jeu qui
qui, je trouve, a bien grandi avec nous, contrairement à d'autres jeux qui sont devenus un peu obsolètes parce que devenus trop faciles. Donc voilà, faites-le, c'est trop bien. Bah écoute, ça marche parce que moi ça me donne envie de l'essayer limite, hein, tu vois, donc voilà, c'est que ça marche finalement. C'est que ça marche très bien. Ok, et ben écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être venu parler de Pokémon Colosseum. Finalement, tu vois, Sekiro, t'aurais pu en parler correctement, mais pour le coup, Pokémon c'était très bien. C'est très bien. C'est les deux trucs que je savais que j'ai des choses à dire et c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt quand même avec Dark Souls, histoire de faire hommage quand même, parce que... On aura l'occasion de reparler autour de From Software et de Sekiro dans tous les cas. Donc voilà, et ben écoute, je te remercie en tout cas d'avoir été présent pour cette vidéo et d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs et cet amour pour Pokémon et pour Pokémon Colosseum. J'espère que ça aura plu à ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous êtes aussi de grands amoureux de Pokémon, si vous avez connu ou non Pokémon Colosseum justement. Donc voilà, partagez un petit peu aussi vos souvenirs autour de cette mythique marque qu'est Pokémon. Du coup, bah toi, on peut trouver, comme on avait dit en tout début de vidéo, sur ta chaîne Twitch. Tu streams très régulièrement, presque tous les jours. Ouais, c'est ça. Donc là, de toute façon, dans les prochains jours, je sais pas quand sortira ta vidéo, mais clairement, je stream beaucoup, quasiment tous les jours. En général, je prends quand même 1 ou 2 jours de repos par semaine, mais c'est vraiment mon activité à temps plein, donc c'est plutôt le soir qu'on peut me retrouver sur Twitch. Mais voilà, je suis très souvent là, je fais de la découverte, pas que Nintendo, pas que Pokémon, mais voilà, beaucoup de défis, beaucoup de découvertes de jeux en tout genre. Quoi. Du défi, du challenge, du Pokémon, mais pas que. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Twitch donc, de Skirax et sur sa chaîne YouTube aussi. Vous allez retrouver tous les liens dans la description. Je mettrai aussi le lien vers ton Twitter, comme ça au moins si tu as des plannings à afficher ou quoi que ce soit, tout le monde sera bien au courant. Et puis voilà, bah, je te laisse le petit mot de la fin pour ceux qui regardent la vidéo ou voilà, dire ce que tu as envie. Déjà, je voudrais juste te remercier pour l'invitation, hein, encore une fois, parce que moi je t'ai découvert il y a pas très longtemps et c'est vrai que j'aime bien ta façon de parler de jeux vidéo, j'aime bien les gens qui parlent avec la passion, bien sûr, et du coup bah, c'est grave cool cet échange, c'était vachement cool de parler de tout ça, et puis bah ouais, hâte de reparler de n'importe quel sujet autour du jeu vidéo avec toi. Avec plaisir. Bah écoute, tu viendras faire un live, on se fera une petite soirée comme ça tranquille et on aura l'occasion de parler de tout et de rien. Ok, et ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, partager avec nous encore une fois autour de Pokémon, autour de ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans les liens dans la description pour retrouver l'ami Skirax, et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout le petit like, le petit partage, tout ce qui est l'algorithme, à mettre la chaîne en avant et à me faire gagner plein d'abonnés. Putain, je m'en mêle les pinceaux. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci Skirax. Et puis à très bientôt sur la chaîne, tu reviendras avec grand plaisir. Allez, ciao.